Je suis sapeur-pompier professionnel. Je suis professeur des écoles. Je suis agent immobilier. Je suis inspecteur d'environnement. C'est chouette de pouvoir sauver des vies. On va porter secours, on va soigner des gens et éventuellement réconforter des familles des fois dans certaines situations. Sans donateur, il n'y aurait pas de sauvetage. Donc c'est indispensable. Alors, en quelques mots sur notre métier. Ce qu'on propose, c'est une plateforme collaborative permettant aux services marketing et services communication d'organiser, de piloter et de diffuser l'ensemble de leur contenu multimédia. Un exemple, on travaille pour le groupe Stellantis, pour PSA, et dans Keepik, ils vont mettre l'ensemble des visuels de leurs véhicules, les publicités, les campagnes et tout un tas de documents destinés aux commerciaux. Alors pourquoi ils font ça? Parce qu'ils vont le produire en centrale, ils vont le produire en France, et ensuite l'ensemble des pays vont pouvoir venir accéder à cette plateforme, retrouver les contenus qui sont à jour, des contenus qui sont chartés évidemment, qu'ils vont pouvoir récupérer et pouvoir décliner localement pour faire leur communication. Donc ça concerne tout type de contenu multimédia, photo, vidéo et 3D. Cet univers, alors Digital Asset Management, c'est un terme anglo-saxon qui veut dire gestion des actifs numériques. On va le résumer quand même en France sous gestion plutôt des fichiers multimédia. Dans les entreprises, il y en a partout, de toutes sortes. Et souvent, c'est assez compliqué de les retrouver, de savoir quelle est la bonne version. Les problématiques qui se posent sur les questions des droits d'auteur qu'on peut avoir sur ces contenus. Chez Keepik, on a pour habitude de catégoriser les problématiques de Digital Asset Management sous 4 facettes. Le premier, c'est ce qu'on appelle les contenus Marcom, donc marketing et communication. Donc ce qu'on cherche à faire, c'est à récupérer l'ensemble de ces contenus, les centraliser, les organiser et les diffuser auprès des équipes internes, comme marketing, mais également collaborer avec l'ensemble des agences qui peuvent être des producteurs ou des consommateurs de ces contenus marketing. On parle d'image, on n'est pas loin de parler d'image de marque. Donc c'est tout un autre volet qui est la question du brand management. Comment est-ce que je fais pour que l'ensemble de mon écosystème soit informé des bonnes pratiques de la marque, utilise les bons canons et une plateforme en ligne pour s'y référer pour produire ces contenus-là. Donc on est vraiment dans une problématique d'harmonisation de la marque. Et passer un peu le temps où on avait une charte graphique de 200 pages à respecter, maintenant tout se fait en ligne à travers ce type d'outils. Dans les contenus médias aussi, on a énormément de projets sur des contenus purement produits. Ça peut être dans le secteur du retail ou tous les manufactureurs qui ont tous les jours de nouveaux produits, des nouveaux shootings. Donc là, la vraie question, c'est comment est-ce qu'on industrialise l'ensemble de ce flux de captation, de récupération des contenus, de leur classification jusqu'à la diffusion sur le e-commerce. Et puis, dernier volet qui touche aujourd'hui beaucoup la question marketing et communication, c'est la question du patrimoine audiovisuel de l'entreprise, qui sont des assets, des actifs, qui sont valorisables. Et il y a besoin d'outils pour s'y retrouver, pour gérer 20, 30 ans, parfois 100 ans de documents numérisés. La problématique des médias en entreprise est assez universelle. C'est pour ça que nous, on travaille beaucoup dans l'industrie. J'ai cité Stellantis, on équipait également l'ensemble du groupe Airbus, Renault. Un gros focus dans le retail, chez Auchan, Intermarché, Système U, La Redoute, gros projet chez La Redoute, dans le textile, mais finalement on va trouver des acteurs dans l'énergie, plutôt sur les aspects communication, les banques, l'agroalimentaire. C'est juste pour vous donner quelques exemples, c'est simplement dire que c'est un sujet qui concerne tout le monde, même si évidemment chaque entreprise, en fonction du secteur d'activité, a ses propres caractéristiques, ses propres facettes. Quand on est dans le retail chez Intermarché, on manipule 2, 3, 4 millions de photos. Quand on est chez EDF, là, la problématique, c'est plutôt aller alimenter tout l'écosystème et toutes les filiales de EDF en outils de communication. C'est un projet un peu différent, mais toujours autour de cette problématique média. Et un enjeu qui nous tient à cœur aussi, c'est notre engagement sociétal et environnemental, et je vais pointer celui environnemental. On est des acteurs on est tous là en train de produire tous les jours énormément de contenu. Il y a une vraie question autour des problématiques de stockage, des problématiques de diffusion. Et donc, c'est important maintenant de s'y intéresser et de faire en sorte que ce qu'on produit en termes de contenu
soit limitée et faire en sorte que l'empreinte carbone de nos productions marketing soit le plus réduite possible, et c'est ce qu'on cherche à faire chez Tipeee. Je vais laisser la parole à Marianne pour faire une petite présentation de la SNSM, et puis ensuite on ira sur les enjeux du projet. Bonjour à tous, ça marche pas. Pardon, bonjour à tous. Donc je ne sais pas si vous connaissez la SNSM, les sauveteurs en mer. Donc on est une association reconnue d'utilité publique, loi de 1901, et on existe. La SNSM a été créée en 1967 suite à la fusion en fait de deux sociétés de sauvetage qui ont été créées elles-mêmes il y a 150 ans. Voilà. Donc la mission première de la SNSM, c'est de secourir bénévolement en mer gratuitement les vies humaines en danger. Et en fait, il y a deux activités à la SNSM. On a le sauvetage au large, donc qui est là effectué par des bénévoles qui sont disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour partir bénévolement en mer, secourir les personnes en difficulté. Et on a aussi tout le sauvetage sur le littoral, qui est fait par les nageurs sauveteurs, qu'on forme aussi à l'année et qui sont bénévoles à la SNSM toute l'année. Voilà, donc je l'ai dit à l'instant, mais donc nos missions, c'est vraiment de sauver des vies en mer et sur le littoral. On a aussi tout ce qui est formation des sauveteurs, donc pour le sauvetage au large et le sauvetage sur la plage. On a aussi tout ce qui est mission de sécurité civile. Donc on va pouvoir en fait organiser des dispositifs prévisionnels de secours. On va du coup assurer les premiers secours. Ça peut être dans des festivals, dans des stades de foot, enfin voilà, ça peut être un petit peu partout, mais aussi du coup sur tout ce qui est nautique. Et on a aussi beaucoup de prévention auprès du grand public, parce que pour éviter les accidents et les problèmes en mer, il faut faire de la prévention, notamment porter son gilet de sauvetage. Enfin voilà, il y a tout un tas de choses à faire par rapport à la prévention du grand public. Et donc pour vous donner une idée, en fait, la SNSM, on est présente partout en France, en métropole et en outre-mer. Il y a 208 stations de sauvetage, 32 centres de formation et d'intervention répartis dans toute la France en métropole. Et on assure 250 postes de secours l'été. En fait, c'est un tiers des plages françaises surveillées, qui sont du coup surveillées par la SNSM. Et à la SNSM, donc, il y a 8800 bénévoles partout en France, donc métropole et outre-mer. Merci. Alors, vous pouvez vous poser la question pourquoi la SNSM témoigne aujourd'hui sur un salon du e-marketing et de la communication. C'est que il y a un élément important quand même de la SNSM, c'est son financement. Ce que je comprends, c'est qu'aujourd'hui, la majorité du financement de la SNSM vient des nations, c'est ça? Tout à fait, oui. On a 69% de notre budget en fait, qui est financé par la générosité du public, en fait. Donc, par tout ce qui va être partenariat et mécénat, mais aussi les dons de tout le monde, de chacun. Chacun, d'ailleurs, peut faire un don déductible des impôts. Oui, mais on va passer avec un panier. Hein, voilà, c'est ça. Mais voilà, en gros, 69% de notre budget, c'est grâce à tout le monde. Et le reste, du coup, les 31% restants, ce sont des subventions de l'État. Alors, cette question du financement, enfin, nous, quand on cherche des témoignages, on cherche à comprendre en quoi l'impact de la communication est fort ou pas pour l'entreprise. Il y a des entreprises qui communiquent, mais pour qui c'est pas le cœur de métier. Là, par contre, pour la SNSM, c'est crucial. Hein, si je comprends bien, c'est directement lié à la problématique du financement. Tout à fait, oui. On a plusieurs campagnes de collecte de fonds par an. On en a 2, une l'été et une l'hiver. Et en fait, on a besoin de nos visuels, de nos photos, etc. Pour pouvoir en fait appeler aux dons et convaincre le grand public. Ouais. Donc voilà, comme je le disais, donc on a une campagne l'hiver qui est très axée collecte de fonds purs, mais aussi réduction fiscale en fin d'année, comme toutes les associations.
Et on a aussi une campagne l'été qui, elle, se partage un petit peu entre tout ce qui va être collecte de fonds, mais aussi prévention sur la plage, en mer, etc. Et on a des événements plusieurs fois dans l'année, notamment nos journées nationales des sauveteurs en mer, qui se passent en fait le dernier week-end de juin. Voilà. Et ces campagnes, elles mettent en jeu quel type de contenu média? Des photos principalement, et aussi on fait un petit peu de vidéo. D'accord. Mais c'est principalement des photos. Ça se met dans les photos. D'accord. Alors peut-être un petit focus sur donc la production audiovisuelle de la SNSM. Donc moi j'avais noté effectivement des images, beaucoup d'images. On en a vu quelques-unes dans la présentation qui sont des images fortes et qui portent les valeurs de la SNSM. De la vidéo de promotion. Les vidéos servent c'est diffusé sur quel type de support? C'est diffusé principalement sur YouTube. Et ensuite, ça peut, quand c'est en période de campagne, être diffusé à la télévision ou en promotion sur les réseaux sociaux, sur notre site, etc. D'accord. Et les podcasts, on a un peu parlé en avant des podcasts, parce que c'était quelque chose d'un petit peu saillant dans votre stratégie de communication. Alors, pourquoi vous faites des podcasts et à quoi ils servent? Alors en fait, donc on a sorti des podcasts en 2020, comme la photothèque, la même année. Et on a du coup 2 séries de podcasts. On en a une vraiment jeunesse à destination des enfants, qui est 100% de la prévention. Donc chaque épisode égale un thème. Le soleil, quand on part en mer, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Les piqûres, tout ça. Et ensuite, donc on a une série qui est plus pour les adultes, entre guillemets, où une histoire égale un récit de sauvetage raconté soit par un sauveteur, soit par un rescapé. Et en fait, le but, c'est de faire aussi un petit peu de la prévention et pour montrer aussi qu'un accident peut arriver à n'importe qui, à n'importe quel moment, mais il faut en fait adopter les bons réflexes, notamment porter son gilet sauvetage, etc. Et donc du coup, voilà. Donc là, on est en train de préparer la 3e saison des podcasts Canal 16 qui sortiront cet été sur toutes les plateformes. Et là, donc c'est produit en interne? C'est produit avec une agence de production. Une agence. Ouais. Et après, vous diffusez, là, j'ai vu sur au moins 5-6 plateformes de streaming, hein, c'est ça? Oui, tout à fait. En fait, du coup, on peut les retrouver sur Deezer, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, etc. Et voilà. D'accord. En fait, la question qu'on cherche à traiter ici, c'est ces contenus, enfin, souvent les questions qu'on se pose quand on met en place un projet de DAM, c'est où est-ce que ces contenus sont produits? Est-ce que c'est de l'interne, de l'externe? Quels sont les différents canaux? Il existe d'ailleurs de plus en plus de plateformes. Il y a pléthore ici sur ce salon de plateformes où on crée directement les contenus en ligne, hein, sans passer par les outils régaliens de la com. C'est important de savoir comment ils sont construits. Et ensuite, on s'intéresse à la problématique de leur placement et de leur archivage. En fait, comment est-ce qu'on fait? Bon, souvent on est pressé, hein, time to market, on va diffuser ces contenus sur les plateformes, mais enfin, comment est-ce qu'on fait pour les retrouver dans le temps et comment l'écosystème peut les retrouver? Donc c'est vrai pour les podcasts, je pense que c'est vrai pour les images aussi, parce qu'il y a une certaine quantité, pour pouvoir les retrouver. C'est partie des enjeux qu'on cherche à traiter. Oui, en fait, toutes ces photos-là que nous, on peut avoir, on les diffuse aussi sur l'ensemble de nos canaux de communication, en fait. Là, il y a pas tout dans la liste, mais on a aussi un magazine qu'on envoie à tous nos donateurs. On fait aussi des relations presse. Enfin voilà, en fait, on a énormément de médias et du coup, il faut les chercher, les trouver, les archiver, les garder précieusement, etc. Alors moi, il y avait quand même effectivement une question, parce qu'on a beau avoir beaucoup de médias, tout le monde ne se lance pas dans ce type de projet. Alors pourquoi est-ce que vous avez choisi à la SNSM d'adopter un DAM? Alors en premier lieu, donc nous en fait on fonctionnait avec un lecteur réseau partagé, ce qu'il ne faut jamais faire. Hein. Voilà, on s'est fait pirater en 2016, on a perdu environ la moitié de toutes nos photos. Il a fallu ensuite essayer de retrouver, de demander à des photographes, demander à nos structures locales nous les renvoient. Donc du coup c'est venu principalement de là de base, d'avoir quelque chose qui soit en ligne déjà, sécurisé et en plus facile d'utilisation, parce que tant qu'à faire, autant avoir un produit en fait qui nous permet de faciliter tout ce qui est sélection de photos, gestion des droits d'auteur, parce que ça on était un petit peu limite auparavant.
Donc voilà, c'est toutes les raisons pour lesquelles on a voulu adopter un DAM. D'accord. Ouais, ça c'est un point auquel on pense pas toujours, mais la question comment sont sauvegardés les contenus qui sont des contenus précieux. Alors on pense aux archives. Souvent le plus précieux c'est aussi ce qu'on vient de produire, hein, qui fait l'objet de la communication de peut-être de demain ou d'après-demain. Et là on voit un cas comme la SNSM, bah, ça arrive, hein, si vous êtes vous avez des amis dans des TPE ou des entreprises, je pense que vous avez tous été témoins de ransomware sur les contenus. Donc il y a une vraie question autour de la sécurisation de ces actifs numériques, des contenus qui peuvent être sur des disques durs locaux, qui peuvent être dans des drives, mais piratables. Et puis tout simplement, ça peut être aussi simplement un collaborateur qui part, qui était le seul à avoir la connaissance de où se trouvaient les contenus, qui avait lui-même sa propre organisation. Et quand il part, bah, on perd sa mémoire avec lui. Donc c'est un des enjeux effectivement du DAM qui est de conserver et de garantir la sécurisation des contenus. Et là pour le coup l'exemple de la SNSM c'est pas fréquent quand même, vous êtes rare parmi les clients qui se sont fait pirater et qui sont venus pour cette raison-là. Mais là on a essayé de chiffrer, hein, 50% des contenus qui partent, je vous laisse imaginer chez vous, 50% des contenus qui disparaissent. 4 mois pour essayer de les retrouver, encore, c'est très lacunaire. Hein, on n'a jamais tout retrouvé, hein, forcément. Retrouvé. Donc juste facilement, 20, 30 cas, et les grandes institutions, ça peut être des centaines de cas. Parfois, c'est simplement un disque dur qui crame, et la DSI vient expliquer que, désolé, mais il y avait tellement de médias qu'on ne pouvait même plus les sauvegarder, donc c'est perdu. Donc, je me permets de rajouter de ce que tu disais tout à l'heure, nous aussi on est confrontés à ça, en fait. La connaissance de base de la base photo, il n'y a que moi qui l'ai. Si un jour je pars ou je sais pas, enfin voilà, on sait jamais, personne ne sait utiliser cette photothèque. Personne ne sait si les photos, on a le droit de les utiliser ou non. Si on peut les transmettre à nos partenaires qui peuvent illustrer leur partenariat voilà. Et donc du coup, on avait aussi cette problématique-là de si un jour je pars, il n'y a plus de photos, quoi. Ouais. Alors, peut-être on va s'intéresser aux objectifs donc d'un projet de DAM, de Digital Asset Management. Dans les grandes priorités, qu'est-ce que vous avez, le cahier des charges en quelque sorte de ce projet, c'était quoi? C'était quoi les principaux objectifs? En gros du gros, hein, on est bien d'accord. Ouais, on a du temps, on peut discuter. Hein. Comme je le disais tout à l'heure, voilà, notre objectif c'était vraiment d'avoir un espace sécurisé où on pouvait rechercher facilement des médias, d'avoir justement la gestion des droits d'auteur simple et compréhensible par tout le monde et clairement indiquée. Et on voulait aussi, parce que donc je vous l'ai dit tout à l'heure, mais on a énormément de structures locales qui elles-mêmes ont leurs propres photos, leurs propres vidéos, etc. Et qu'on n'a pas forcément nous au sein du siège pour la communication institutionnelle nationale. Donc voilà, on voulait aussi pouvoir récupérer ces photos-là et que les bénévoles puissent contribuer aussi à cette médiathèque. Voilà. Oui, effectivement, il y a toujours la centralisation des médias au même endroit, parce que ce n'était pas forcément le cas avant, il y en avait un peu partout. Et puis, oui, on voulait aussi simplifier la diffusion des médias vers les autres plateformes, et aussi tout ce qui était, par exemple, moi j'avais souvent le cas, même des journalistes pour leurs articles sur les sauveteurs en mer, ils voulaient des photos. C'est qui fait la sélection? C'est moi. Donc voilà, c'était toujours un peu compliqué. Là maintenant, tout le monde est un petit peu autonome et moi, ça me fait gagner du temps pour mes autres projets. Ouais, c'est peut-être le deuxième volet qu'on cherche à avoir dans les projets de DAM. Comme c'est souvent le cas en entreprise, qu'on cherche, c'est à gagner du temps et à faire économiser du temps. Donc du temps, on en perd assez souvent quand on est en train de chercher des contenus. On sait pas forcément où ils sont, ou en tout cas, on a plein de sources de vérité. Les médias, c'est un peu comme n'importe quelle donnée de l'entreprise, hein, c'est la fameuse infobésité. On sait que c'est un peu partout, il y a différents services qui en ont, il y a plein d'endroits pour aller chercher. Et par contre, qui a la vérité? Qui a la vérité, par exemple, du gros logo ou des bonnes images à chercher? Souvent, c'est un peu diffus et on finit par appeler un des collègues pour lui demander lequel est le bon. Donc, on perd un temps fou, en fait, à rechercher ces médias. On perd aussi souvent du temps dans la question de la collecte. Comment est-ce que je fais pour récupérer des contenus?
les faire retraiter, les faire travailler par un studio, puis ensuite les faire valider. Je pense qu'on est encore très nombreux à utiliser des outils type WeTransfer, dans lesquels on va s'échanger des fichiers lourds, on va faire des fichiers zip, on va se les échanger, et puis s'il faut se les faire valider, ben, on a encore des gens qui impriment et qui vont faire des annotations. Alors qu'en fait, une plateforme de DAM est là pour fluidifier tout ça et permettre à tous les producteurs de contenu de déposer directement sur la plateforme, de pouvoir bénéficier de workflows, alors des workflows simples, hein, pas de SAP bien sûr, hein, mais des choses assez simples à utiliser, qui vont permettre en fait à l'ensemble des parties prenantes de travailler de façon collaborative sur ces contenus médias, pouvoir les annoter, pouvoir alerter, pouvoir faire des demandes de détourage ou de retouche. Et puis ensuite, il y a la question de la diffusion. Quand on a tout centralisé, ça devient beaucoup plus simple de diffuser ces médias. Alors quand on est dans l'univers de la com, on va pouvoir pousser automatiquement ces médias sur les réseaux sociaux, sur de l'Insta, sur du Facebook, sur du LinkedIn, du Twitter, et donc automatiser cette chaîne entre la captation, le classement et la diffusion, et ça en un simple clic. Les outils de DAM comme Keepic vont se greffer aussi avec des outils de type CMS, hein, les outils de gestion de contenu, pour aller faire du picking et aller récupérer directement les photos sans avoir à les retélécharger chez soi, les retailler et les remettre dans le site. Donc c'est tous ces outils d'automatisation de diffusion qu'on va chercher à faire. C'est encore plus vrai quand on est dans le monde du commerce. Quand on a une base avec l'ensemble de ces photos produits qui est propre, qui est bien codifié au sein de la base, on va pouvoir automatiser les flux de sortie et aller alimenter automatiquement tous ces référentiels produits, que ce soit du PIM, du MDM ou du site e-commerce. Hein. J'ai pas mal d'acronymes en 3 lettres dans mon stock, si vous en voulez. Il y en a plein, mais c'est vraiment c'est fluidifier ça. J'ai un exemple assez flagrant là-dessus, c'est pas avec la SNSM, parce qu'en termes de photos produits, c'est pas beaucoup, mais un exemple avec la Redoute, donc avec un client important, et la Redoute, si vous allez sur leur site e-commerce, toutes les photos du site e-commerce de la Redoute, en fait, passent par la plateforme Keepic. La Redoute souhaite en fait avoir sur son portail e-commerce des photos extrêmement calibrées, et donc ils les font shooter, hein, et ils re-shootent, même si ce n'est pas forcément leur produit à eux directement, ils les re-shootent, donc ils ont un studio de shooting. Et la problématique qu'ils avaient, c'est qu'entre le moment où ils avaient la pièce entre les mains ou les vêtements qui étaient shootés, le moment où c'était sur le site e-commerce, ils avaient environ une dizaine de jours. Parce que c'était shooté au studio, ils mettaient ça sur WeTransfer, ça repartait, ça demandait en retouche, etc. Le temps que ça arrive sur le e-commerce, c'était excessivement long. Ils ont mis en place aujourd'hui la solution Keepic avec les workflows qui sont dédiés dedans. Ils sont passés à 2 heures. Donc 10 jours, 2 heures. Donc là, on commence à avoir quelques éléments. Et pas mal de gens qui passaient leur temps à dézipper de WeTransfer, ils peuvent passer à d'autres sujets. Il y en a qui arrivent chez eux avec la validation des contenus de la place de marché ou ce genre de choses. Au moins, on va dire, les contenus courants et les flux sont complètement automatisés. Et c'est ça qu'on cherche à faire en fait, quand on met en place ce type de projet, c'est trouver les effets de levier. Évidemment, c'est super sympa d'avoir une base. Bon, si on est la seule à l'exploiter, l'investissement ne vaut pas le coup. Ce qu'on va chercher derrière, c'est les effets de levier et l'automatisation de tout ce qu'on peut avoir pour aller diffuser ces contenus vers les autres plateformes. On parle de la gestion des droits d'auteur, qui est effectivement aussi un sujet essentiel. C'est vraiment partie des briques du DAM. Hein. Et on y voit aussi une forme de retour sur investissement. Les questions du droit à l'image, du droit d'auteur, les questions de RGPD qui arrivent aujourd'hui sur tous ces contenus. Alors, on n'est pas toujours parfaitement informé sur ce qu'on peut faire et pas faire, mais de toute façon, c'est aujourd'hui malheureusement un peu le parent pauvre des services communication que d'avoir une visibilité claire hein, sur les droits qu'ils ont sur leurs images, et ça peut coûter très cher, très cher. Et c'est pas... Enfin, le faire manuellement, c'est quasiment mission impossible. On peut se faire aider par des outils pour le faire, parce qu'on ne peut pas avoir une mémoire, on ne peut pas noter ça sur du Excel, c'est impossible, ça bouge trop vite. Un exemple qui nous a donné lieu à un joli projet chez une filiale du groupe Saint-Gobain, vous connaissez peut-être, qui s'appelle Point P, donc qui distribue des matériaux de construction. Ils avaient pendant un moment une super communication avec quelqu'un qui s'appelait Monsieur Point P, un garçon assez baraqué, chauve, et il utilisait sa photo, il était collaborateur.
Et puis ce monsieur est parti, et puis il a eu la chance, je ne sais pas si c'est son physique ou son talent d'artiste, mais d'être recruté dans la série Kaamelott. Et Point P, sans vraiment le savoir, a continué à utiliser son image alors que ça devenait un peu une célébrité. Voilà. Bon, ils se sont fait rappeler un peu par la police et par les avocats du monsieur, et ça leur a coûté une vraie fortune hein, de payer les droits d'auteur là-dessus. Et on a des cas, on travaille aussi beaucoup dans le monde du luxe, où parfois une erreur d'usage, et notamment quand vous commencez à voir des égéries, vous voyez Nathalie Portman ou des gens comme ça, sur lesquels vous avez des droits négociés, mais que les droits entre la France et l'Allemagne et la Chine, bah, c'est pas les mêmes, et que vous vous trompez parce que vous n'avez pas la formation, bah, je peux vous dire que les avocats de Madame Portman n'hésitent pas une seule seconde. Donc cette question devient prédominante et ça engendre des coûts importants, ça dans la communication. Dans le monde du retail, d'autres éléments, c'est la question de la conformité. Est-ce que le produit qui est présenté en ligne, c'est bien celui que je recevrai? Et ça, la norme INCO est passée par là, hein, qui impose aux e-commerçants non seulement d'avoir de la bonne data, de la bonne donnée sur ce qui est commercialisé, mais aussi les bons visuels. Et ça, quand vous regardez le cycle hein, si vous tracez, mettez un petit traceur sur les images entre le moment où elles arrivent et le moment où elles vont sur le site internet, si ça n'est pas normalisé, si ce n'est pas piloté, vous avez de grands risques que l'image qui est finalement affichée ne corresponde pas au produit réellement commercialisé. On peut se faire attaquer 2% du chiffre d'affaires en pénalité en cas de récidive. Voilà. Donc la question du ROI dans ce type de projet est clairement un élément important. Ça va, ce que je raconte, c'est clair? Ouais. Retourne peut-être à la SNSM. Alors aujourd'hui, c'est quoi les composants? Qu'est-ce qu'on a mis en place? Comment ça se passe? C'est pour qui? Enfin voilà, j'ai plein de questions. Oh là là. Alors, on a mis en place du coup cette médiathèque. Alors nous, on appelle ça Photothèque parce que c'était le nom du fameux lecteur réseau partagé. On l'a gardé par nostalgie, sûrement. Et du coup, donc cette photothèque, elle est à destination de plusieurs publics. Elle est tout d'abord à destination des salariés, donc au siège, mais aussi des bénévoles, pour illustrer nos communications, etc. Mais elle est aussi à destination donc, des journalistes et des médias, du coup, pour justement les articles qui peuvent être faits sur nous, etc. Mais aussi de nos prestataires, nos agences de communication, etc. Et de nos partenaires. Donc, qui peuvent effectivement aller télécharger des médias pour ensuite illustrer leur partenariat avec la SNSM. Voilà. Actuellement, on a 6000 médias déjà présents sur la photothèque, sachant qu'il m'en reste encore entre 1500 et 2000 à intégrer. J'ai encore du boulot. Voilà. Et sinon, en termes de statistiques, on va dire, par mois, il y a environ 400 connexions. Et la plupart, enfin 27% des visiteurs de la photothèque, donc avec ces connexions, passent par l'accès invité. Parce que du coup, en fait, on a plusieurs accès et aussi, selon les accès, différents droits, en fait. Soit, si par exemple, si c'est un bénévole ou un salarié, il va avoir le droit de voir toutes les photos. Si c'est en revanche un journaliste, un partenaire, etc., il va pouvoir voir qu'une certaine partie des photos qui pourrait ensuite partager, mais en tout cas pas toutes les photos, pas toutes les vidéos, etc. Parce qu'il y a des images qu'on peut diffuser uniquement, qui sont diffusables uniquement par la SNSM. Voilà. Voilà, on a environ 1500 consultations de médias par mois, 800 téléchargements de médias et 600 recherches environ. Ça a changé quelque chose dans votre vie de communicante, la mise en place de ça? Est-ce que les gains qu'on attend d'être moins sollicités pour trouver les contenus est une réalité ou pas? Ah ben, en tout cas, moi, ma vie a changé, oui. Je passe beaucoup moins de temps à faire des sélections de photos, à expliquer les droits, à me battre aussi parce que quelqu'un a transmis des photos de tel photographe et il ne fallait pas, parce qu'on n'a pas les droits sur ces photos-là. Parce que nous, en fait, ce qu'il faut savoir à la SNSM, c'est qu'on fonctionne beaucoup avec le bénévolat et qu'il y a aussi beaucoup de photographes qui nous cèdent gratuitement leurs images. Donc, franchement, le minimum, c'est quand même de respecter ce qu'ils nous demandent. Donc, s'ils ne veulent pas que leurs photos soient utilisables par d'autres personnes par d'autres entités que la SNSM, on se doit quand même de respecter ça. Voilà, donc oui, clairement,
ça a changé moi, mon travail. Oui. D'accord. Ça, c'est sûr. On a mis en place, je crois, quelque chose d'un peu particulier chez vous, c'est-à-dire qu'il y a une plateforme qui vous permet à la com de faire l'administration des contenus, donc l'import, les classements, etc. Mais il y a une deuxième vue, une vue simplifiée via un portail de consultation, c'est ça? Oui, tout à fait. En fait, c'est comme un site internet, on a un back-office, donc utilisable uniquement par les personnes qui vont contribuer à la photothèque et par les administrateurs. Et on a aussi un front-office qui est un peu différent, qui est un peu plus au goût du jour, tout ça, un peu plus beau aussi quand même, qui est du coup visible par tous les autres utilisateurs. Voilà. Sachant que notre photothèque, elle n'est pas référencée dans les moteurs de recherche, etc. Nous, on veut vraiment garder cet outil-là un petit peu privé et ne pas le partager au grand public. Parce qu'on ne veut pas non plus qu'il y ait d'abus d'utilisation de notre image, en fait. D'accord. Vous avez évoqué un élément intéressant, c'est la gestion des droits, alors pas des droits d'auteur, mais en fait les privilèges d'accès. Et ça, c'est un élément important des projets de DAM, notamment quand vous commencez à être plusieurs services, c'est de pouvoir en fait dédier des accès en fonction des profils. Dire ben voilà, telle entité elle a le droit de tout voir, mais elle a le droit de contribuer que sur une partie du fond, voire même que télécharger des bases définitions. Ouais. Ça, c'est un élément important parce qu'en fait, souvent on va retracer les modèles d'organisation des entreprises, on va les faire mapper sur les privilèges d'accès. Oui, tout à fait. Par exemple, nous, notre service nageur sauveteur, imaginons, donc les sauveteurs sur les plages, eh ben, du coup, il va pouvoir gérer son dossier à lui, la personne qui est en charge des photos dans ce service-là, va pouvoir gérer son dossier. Mais les autres, il n'y a pas besoin, donc il peut pas aller modifier des choses dans les autres dossiers. Donc voilà, ça permet aussi de faire des accès en fait par profil et aussi de ne pas donner tous les droits à tout le monde. Ouais. Ça me fait penser, en fait, on a des projets, alors d'envergure peut-être un peu différente, mais on travaille pour le groupe Renault. Et en fait, avec la gestion des droits, ce qu'ils ont réussi à faire, c'est de dire, ils ont commencé un premier projet par le marketing. Donc l'ensemble des visuels des véhicules du groupe Renault ont été mis sur la plateforme. On avait l'équivalent des packshots des véhicules, les vidéos, etc. C'était le marketing. Puis après, il y a eu la marque. Donc les questions de brand management qui sont venues, les contenus de marque. Puis ensuite sont venus d'autres entités, le e-learning. Le e-learning produit énormément de vidéos qui vont ensuite servir comme documents, comme matériaux de base pour aller construire les cours en ligne destinés aux commerciaux, destinés aux réparateurs. En fait, le DAM est là quand même pour centraliser l'ensemble des médias. On sent bien qu'entre les vidéos de e-learning et les vidéos de la com, on ne parle pas exactement la même chose, ça reste du média, mais on ne va pas les ranger de la même façon. On ne va pas les indexer de la même façon, les informations sont des tags qu'on va mettre dessus ne sont pas les mêmes. Et puis surtout, il y a un truc important, c'est que ce n'est pas du tout la même gouvernance. Ce n'est pas les mêmes people qui gèrent ça. Bon, l'intérêt, c'est d'avoir un outil suffisamment flexible pour permettre à ces différentes entités de pouvoir cohabiter au sein d'un même outil en ayant des règles différentes. Sur ce même projet, Renault est venu se greffer les archives. Donc, toutes les vieilles vidéos de Renault 5, tout ce qu'on a passé, c'est énorme. Et les gens des archives, ils ont un mindset et un cycle qui est finalement assez différent de ceux de la com. Hein. La notion du temps n'est pas la même chez les archivistes que chez les communicants, vous en doutez bien. Et donc, eux, ils acceptent au niveau des archives de passer pas mal de temps à aller indexer des contenus vidéo pour être sûr qu'on puisse les retrouver, on va dire, ad vitam aeternam. La com est beaucoup plus humble dans le temps qu'elle veut passer à indexer ses photos. Donc tout ça, ça crée finalement des différentes familles qui ont des usages assez différents, mais qui vont finalement utiliser le même outil. Parce qu'aujourd'hui, les entreprises cherchent à s'équiper d'un seul outil pour gérer tous leurs médias, même si leur nature est un peu différente. Ouais, on avait noté quelques bénéfices. Oui, le premier, en tout cas, qui nous tient à cœur. Oui, c'est que c'était vraiment très simple d'utilisation. Notamment, en fait, moi, je recherchais ça, alors pas forcément pour moi, parce que j'arriverais à me débrouiller sans problème, mais, et mes collaborateurs aussi, mais notamment pour nos bénévoles, qui la plupart du temps n'ont pas de formation en communication, marketing, etc. Et qui, du coup, pour intégrer des photos, il faut que ça soit simple et rapide d'utilisation, en fait.
Voilà. Sinon, nous, les avantages, en tout cas pour nous, c'est que le moteur de recherche est très performant et de tri aussi. Moi, on me dit souvent, ah bah, j'ai cherché un terme, j'ai trouvé la photo que je voulais. Donc voilà, il y a eu tout un travail aussi d'audit documentaire, etc., pour justement définir les mots-clés qu'on allait pouvoir mettre sous les photos, comment les indexer, etc. Et donc, du coup, ça permet à la fin de... bon, bah voilà, par exemple, je veux une photo d'un canot tout temps dans les vagues avec des sauveteurs embarqués. Vous trouvez la photo. Voilà, donc ça, c'était très important aussi pour nous. Forcément, bah, c'est sécurisé, parce que du coup, il y a les accès. Donc, soit accès total, soit accès restreint, ou soit accès invité, mais voilà, au moins en tout cas assez sécurisé. Et puis bah, après il y avait la qualité du CSM, donc du Customer. Ah, le Customer Success Management, ouais. Alors, en fait, c'est effectivement, c'est de dire, mettre en place ce type de projet, on en parle dans le slide suivant sur la question de la mise en œuvre, et ça demande un petit peu d'expertise. Soit vous avez déjà mis en place des projets de DAM et vous sentez le faire de façon autonome, soit il faut se faire accompagner. Chez Kipik, on a l'habitude d'accompagner nos clients dans les différents sujets, et notamment celui qui a été évoqué sur la structuration documentaire. Hein. Souvent, on connaît son fond, mais il a été organisé d'une certaine façon, de façon historique. C'est souvent le moment de revisiter cette organisation pour se reposer les bonnes questions, notamment sur les tags, les mots-clés. Est-ce que c'est au goût du jour? Est-ce que c'est un vocabulaire qui est utilisé? Avoir un peu une vue un peu profonde des conséquences du choix de ces langages utilisés, notamment sur les questions de SEO qui peuvent pointer quelques rebonds plus loin quand vos images sont générées avec ces mots-clés. Et faire en sorte que, que dans l'entreprise, enfin en interne et en externe, on puisse s'y retrouver avec le vocabulaire utilisé et l'organisation cible, tout en gardant à l'esprit que le temps qu'on peut consacrer à ces projets-là, il est somme toute limité. C'est une des caractéristiques de la mise en place de ce type de projet. Souvent, il est confié à quelqu'un qui a déjà plein d'autres missions. Je crois que c'était le cas... Genre moi. Ouais, ouais. Aucune formation, tout ce qui était documentaire, etc. Enfin, voilà, moi j'ai une formation de communicante. Voilà, c'est tout. Donc franchement, ça a été super d'avoir cette aide-là aussi pour comprendre les enjeux, comprendre aussi de quoi on parlait. Parce que, enfin voilà, moi, un DAM, je savais pas ce que c'était, hein, clairement. Donc voilà. Et enfin voilà, moi, la SNSM, je m'occupe des réseaux sociaux, je m'occupe des podcasts, de la photothèque. Je suis aussi des fois amenée à faire un peu de créa, etc. On a tous au sein de la SNSM, voilà, on est quand même une association, donc on a tous diverses casquettes. Mais voilà, enfin, certes, ça nous a pris du temps à la sortir, mais une fois qu'elle était sortie et que voilà, maintenant les médias sont indexés aussi au fur et à mesure, bah, tout est plus rapide en fait, à la fin. Ouais. Le gain de temps est assez énorme finalement, à la fin. Bon, en tout cas, sur le moment, on rigole moins, mais... le conseil, c'est faites-vous accompagner, ouais. Soit par des gens comme Kipik, qui sont à la fois éditeurs et intégrateurs. Sinon, il y a des partenaires, j'en vois un dans la salle là-bas, Eric d'Activo, dont c'est aussi le métier d'accompagner en fait les clients dans cette démarche-là. C'est pas de l'argent jeté par la fenêtre, hein, vous allez gagner du temps, vous allez beaucoup plus vite. Ça permet aussi parfois de faire un peu de conduite du changement et de mener quelques arbitrages nécessaires en interne. C'est toujours plus facile quand c'est quelqu'un d'autre qui le dit, donc c'est vraiment indispensable. Mise en place d'un DAM. Ouais, il reste 5 minutes, mais parfait, on est parfait. Comment ça se passe? Donc, une première opération, ça consiste à faire un audit de l'existant, d'aller observer où sont les contenus et de vous aider aussi à faire les arbitrages. Assez souvent, les clients, ils arrivent en disant moi, j'ai regardé, j'ai fait clic droit sur Z2. Photothèque. Il y a 12 Tera et 1 million de photos qui sont pas rangées depuis 10 ans. C'est ça qu'il faut reprendre. Alors ça, c'est effectivement un mauvais point de départ, parce qu'en fait, si on s'attaque à ça, le projet il va mettre 2 ans à voir le jour et tout le monde sera essoufflé et le chef de projet d'âme il sera parti bien avant la fin du projet. Donc, c'est plutôt vous aider à identifier quels sont les contenus pertinents. Souvent, c'est les contenus récents qui ont une valeur prioritaire. Et donc, travailler sur ces contenus-là en disant, voilà, on va faire un MVP, un Minimum Viable Product. On va travailler ensemble sur la mise en ligne et l'organisation de ces contenus qui sont prioritaires, où il y a de la valeur. Donc ça va être l'audit de ces contenus.
On va en définir ensuite la structure de classement, donc l'organisation, les mots-clés, ce qu'on appelle dans le jargon aussi les thésaurus, hein, tous les langages, les synonymes qui vont être derrière. Et puis, et on va les comparer aussi au langage que vous utilisez sur votre site internet, sur vos activités marketing. Définition des rôles, des privilèges, des workflows, tous les processus notamment d'acquisition, voire les processus de diffusion. Hein, est-ce que je souhaite que les demandes de téléchargement soient soumises ou pas à approbation? Vous voyez, ce genre de questions qui vont se poser. Puis ensuite, il y a un travail assez joyeux qui s'appelle la reprise de l'existant, qui est de dire, bon ben voilà, on part de là, on doit arriver là, puis maintenant, il faut faire la transition. Donc, cette étape de reprise de l'existant est plus ou moins facile, évidemment, en fonction de la qualité des entrants que vous avez au départ. Ça peut être des tâches qui sont très automatisées, très scriptées, hein, par des ingénieurs qui vont automatiquement reprendre ces contenus et les indexer. Ça peut être du manuel. Je crois qu'à la SNSM, c'était beaucoup de manuel, hein, parce que l'information n'existait nulle part. Et puis aujourd'hui, de l'assistance avec les IA, quand même, tout ce qui va être image to texte va permettre quand même de faire de la suggestion de mots-clés. Et sur des images, on va dire un peu banalisées, on va commencer à avoir un niveau d'information et simplifier le geste, en tout cas de validation. Et puis dans le cas de la SNSM, il y avait la question de la diffusion, hein, important, voire même essentiel, de placer les consommateurs de ces contenus au cœur du dispositif, donc leur personnaliser un portail pour qu'ils puissent accéder le plus simplement possible à la médiathèque. Ce terme de simplicité, enfin, je dirais, entre tous les éditeurs de dames, c'est le nerf de la guerre, d'avoir des outils qui soient le plus simples possible. Encore une fois, on parle à des gens du marketing, des gens de la communication, qui par nature ou par essence, je ne sais pas, sont allergiques à tout ce qui ressemble de peu de loin à un logiciel. Donc, sur ces questions-là de simplicité, c'est vraiment essentiel. Simplifier le geste, et c'est vrai dans beaucoup de projets informatiques, mais c'est notamment vrai dans le DAM, le mieux est l'ennemi du bien. Il vaut mieux enlever des fonctionnalités, faire quelque chose de simple, mais dans lequel tout le monde s'y retrouve, plutôt que d'inventer des fonctionnalités extraordinaires que personne ne sait utiliser. De toute façon, les utilisateurs, à part évidemment les contributeurs et les administrateurs, en général, ils ne seront pas formés. Ils veulent un outil un peu à la iStock ou à la Photolia, enfin, ou à iStock, ce genre de choses. Je tape des mots-clés, je veux avoir mes résultats, je veux les bons, je ne veux pas trop me poser de questions. La question, encore une fois, de la simplicité est fondamentale.